Université d'été de l'animal 2020. L'or vert, quand les plantes inspirent l'innovation. Une conférence d'Agnès Guillot. Présentation, Yolène Delabigne. Agnès Guillot, on continue notre survol extraordinaire de l'or vert et de tout ce que les plantes peuvent nous inspirer. Alors là, on arrive sur les plantes elles-mêmes, avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elles ont cette difficulté terrible de ne pas pouvoir se déplacer, en tout cas loin, on va dire. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous en parler? Puis après, on va passer à un roman SM qui s'appelle La vrille perverse du concombre. Histoire de tout de suite nous mettre dans le bain. Solution spéciale plante. Donc il faut rendre hommage à cet homme qui s'appelle Stefano Mancuso. Il n'est peut-être pas le seul, hein, mais c'est le professeur italien qui, il y a quelques dizaines d'années, en 2005, il a fondé un laboratoire qui s'appelle de neurobiologie végétale. Alors là, ça a été critiqué par tout le monde, et surtout par les neurobiologistes. On dit quoi, mais les plantes n'ont pas de neurones, comment ça se fait? Vous n'avez pas le droit d'utiliser ce terme-là. Mais il a décidé d'étudier les plantes comme les animaux, c'est-à-dire elles se comportent, comment se comportent-elles, est-ce qu'elles ont des systèmes sensoriels, etc. Donc exactement comme on faisait chez les animaux. Et c'est ça qui a donné le déclic à d'autres chercheurs d'emboîter le pas. Ils sont encore un peu critiqués actuellement, hein. C'est encore un peu tabou de parler des plantes comme ça, mais voilà, il a quand même bien ouvert certaines brèches. Donc il a écrit un livre qui s'appelle La révolution des plantes. Il en a même écrit un autre après. Et voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer deux choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de mobilité des plantes. Elles sont toujours en train de bouger. Là, vous avez... Ah oui, voilà, j'ai oublié de vous dire que voilà ce qu'il dit. Les plantes se nourrissent sans estomac, respirent, sans poumons, se tiennent droites, sans squelette et prennent des décisions sans cerveau. Chapeau quand même, hein. Donc, moi, je rajoute... Et bougent sans muscles. Eh oui, non pas de muscles. Alors, vous voyez ici... joli bouquet de tulipes, mais quand on les filme en accéléré, voilà ce qu'elles font. Vous allez voir bientôt ce qu'elles font. Voilà, elles font comme ça. Elles n'arrêtent pas de bouger et elles grandissent un petit peu. Elles recherchent leur place. Elles essayent de rester droites. Elles essayent d'éviter les autres, etc. Et voilà une vrille que vous allez voir encore tout à l'heure. Voilà, quand vous filmez en accéléré n'importe quelle plante, elle bouge tout le temps. Il y en a qui bougent à l'œil nu, bien entendu, mais il y en a d'autres qui... Elles n'ont pas le même temps que nous. Alors, attendez, je voudrais, avant de vous montrer ce qui va venir, je voudrais vous l'expliquer. Alors évidemment, c'est un peu en termes anthropomorphiques, mais on se lance quand même un peu. Vous allez voir un tuteur et deux plantes qui vont entrer en compétition pour atteindre ce tuteur. Vous allez voir que dès qu'il y en a une qui touche le tuteur, l'autre s'éloigne. Et puis recommence à chercher parce que lorsque la première a grimpé sur le tuteur, elle peut de nouveau s'accrocher en dessous. Donc voilà ce que l'on appelle les plantes se comporter. Alors vous voyez, là il y a la vrille de gauche qui comment. Et vous voyez, bon. Je ne sais pas si vous avez vu très vite, celui de droite s'est éloigné et puis il est revenu tout de suite après. Et là, évidemment, c'est filmé en accéléré, bien entendu. Et voilà, il va s'accrocher à partir du moment où l'autre lui a laissé la place. Donc voilà ce que l'on appelle le comportement des plantes. Elles n'ont pas la même nature du temps que nous. Elles vivent à un temps beaucoup plus long que nous parce qu'il y a une des raisons pour ça. Peut-être, c'est parce qu'elles doivent composer avec toutes les difficultés que leur apporte le fait d'être fixées dans un endroit vraiment unique. Donc, elles sont toujours en train de faire des tas de calculs. Et mais est-ce que ça veut dire qu'elles n'ont pas de concurrence? C'est très anthropomorphique aussi ce que je demande. Mais nous, dans un esprit humain, si elles laissent la place, hop, on se précipite, on prend toute la place et on n'en laisse pas. Alors que là, on a l'impression qu'elles se respectent. Alors là, ça dépend des plantes, ça dépend des plantes. Et c'est vrai que les recherches sont complètement en cours. Mais il y a des plantes qui laissent la place de leurs racines à des plantes de la même parentèle. Et il y en a au contraire, et il y en a d'autres qui étouffent
les racines qui ne leur appartiennent pas à la même espèce. Donc, voilà. Comme chez les humains, alors finalement. Donc, alors, voilà, les exemples que je vais vous montrer sont des exemples qui sont dans pas mal de domaines. Ce n'est pas forcément des exemples qui sont issus des recherches les plus récentes sur les plantes, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que c'est trop récent. Mais voilà, on a quand même... Alors la fameuse vrille perverse du concombre. Le problème, c'est comment trouver un ressort robuste qui n'est pas déjà complètement fatigué au bout de quelques instants. Eh bien, le concombre l'a trouvé, et c'est en fait la manière de se tortiller autour du tuteur. Alors effectivement, le concombre, qui est un fruit, il est très lourd. Donc il faut que la plante puisse le soutenir de façon assez solide, si bien qu'elle se vrille d'un côté, dans un sens du côté de la plante, et puis du côté du tuteur, elle va se vriller dans l'autre sens, laissant entre les deux une petite zone plate qu'on appelle la zone de perversion. Non pas parce que nous sommes pervers, c'est parce que c'est un terme mathématique. C'est le domaine de la topologie, de l'étude des formes. Voilà. Donc c'est l'idée que les escargots marins s'étaient enroulés dans un sens, mais il y en a qui s'étaient déroulés dans l'autre sens. Donc les mathématiciens se sont occupés de ça et ils ont appelé ça une perversion. Donc voilà, c'est vraiment la façon dont ils ont appelé cette vrille. Et bon, là je vais vous montrer un film que j'ai découpé mais mal, donc c'est un petit peu n'importe quoi. Là vous voyez la vrille du concombre qui va s'enrouler. Et évidemment, là, vous voyez, il y a toujours une recherche, c'est des mouvements qu'on appelle les circumnutations, recherche du tuteur. Dès que n'importe quelle vrille touche le tuteur, et c'est un toucher très fin de 0,25 grammes, et ça suffit pour déclencher l'enroulement. Et donc, vous voyez, voilà, vous voyez l'enroulement de part et d'autre, et le milieu, qui est la petite zone de perversion. Et ça donne un ressort très solide, qui résiste au vent, qui résiste aux tempêtes, à tout ce que vous voulez. Par rapport à des ressorts qui n'ont pas double ressort comme celui-là. Alors donc là c'est un petit film qui vous montre, c'est fait par les chercheurs qui ont essayé de faire un ressort artificiel qui est vraiment inspiré de cette vrille-là, et ils se sont aperçus qu'effectivement il y avait une face qui était rigide et une autre face qui était un petit peu plus molle, et donc c'est quand cette surface molle se rigidifie un peu que ça fait des enroulements. Donc ils s'aperçoivent, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, que pas mal de plantes ont ce genre d'enroulement. Donc là j'aurais dû couper un certain nombre de choses, mais j'ai pas trop eu le temps de le faire. Et vous allez voir donc ici, la fin vous montre quels sont le ressort qu'ils ont concocté, un ressort artificiel qui reproduit exactement les caractéristiques mécaniques de la vrille du concombre. Et ils étaient tellement contents que, paraît-il, ils ont passé une après-midi à faire marcher leur double ressort, tellement ils étaient stupéfaits du résultat. Et c'est un ressort qui ne se fatigue pas, qui se fatigue beaucoup moins que les autres. Oui, c'est ce que vous dites tout à l'heure, c'est qu'il y a une sacrée dynamique alors qu'il n'y a pas de muscles. C'est incroyable. Il n'y a aucun muscle, aucun muscle. Et Darwin s'était déjà intéressé. Darwin l'avait découvert. Comme toujours. C'est un ami c'est un autre savant qui lui a dit, tiens, mais dites donc, vous avez vu la vrille du concombre? Donc il est allé voir toutes les plantes grimpantes et il s'est aperçu que c'était vraiment extraordinaire, mais il n'a pas réussi à l'expliquer, et ne sait pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'ils en font? Des nanorotors, des petits rotors très très fins pour appareils électriques, et en plus gros, des systèmes antisismiques pour bâtiments. Et donc, ça, c'est vraiment les premières applications qui ont été données à cette vrille dite perverse. Anti-barbouze. J'aime beaucoup le terme anti-barbouze. Mais oui, parce que quelles sont les barbouzes? Ce sont les bactéries qui essayent d'envahir votre corps. Alors, il y a des bactéries qui sont très bénéfiques. Vous savez que nous sommes minoritaires dans notre corps. Nous avons un peu plus de bactéries que de cellules dans notre corps. Bon, ça, il faut le reconnaître. Sans bactéries, nous ne serions rien du tout. Mais il y en a quand même qui nous embarrassent un peu. Par exemple, la plaque dentaire, c'est ce que je vais vous montrer, c'est fait un peu de bactéries. Et puis, il y a des bactéries qui peuvent parasiter, qui peuvent être nocives. Et là, elles attaquent avec un système bien défini.
Alors le problème, comment se débarrasser de bactéries? Alors effectivement, elles vont se camoufler en biofilm. Alors le biofilm, ce sont des bactéries qui vont sécréter une matrice, qui vont les englober, mais elles ne sécrètent cette matrice qu'à partir du moment où elles sont suffisamment nombreuses. Donc pour ça, elles s'appellent les unes les autres. Elles communiquent chimiquement et électriquement d'ailleurs pour se recruter. Et à un moment donné, quand elles sont suffisamment nombreuses, eh bien, elles vont sécréter, vous voyez, elles commencent à sécréter des petits fils pour s'agglomérer les unes les autres, et vous allez voir qu'elles vont sécréter cette fameuse matrice visqueuse et le tout va former ce qu'on appelle un biofilm, et c'est comme ça que ensuite elles vont tâter l'autre pour savoir s'il faut leur envoyer des toxines plus ou moins virulentes une fois qu'elles sont constituées dans ce fameux biofilm. Donc voilà, elles communiquent entre elles et il faut qu'il y ait le quorum pour qu'elles puissent faire cette fameuse matrice. Alors il y a une algue rouge qui a trouvé la solution pour se débarrasser des bactéries. Les plantes se débarrassent facilement des bactéries. Le lotus, on dit qu'il a une propriété auto-nettoyante. Ben oui, mais c'est plutôt pas pour se débarrasser de l'eau, c'est pour se débarrasser de la poussière et des bactéries qui se trouvent dessus. Donc il y a des petites aspérités qui marchent bien chez les végétaux pour ça. Mais l'algue rouge a autre chose. Elle a une molécule chimique qui s'appelle les furanones et qui vont brouiller les signaux de communication entre les bactéries. Donc elles ne peuvent plus se recruter les unes les autres. Total, elles ne peuvent plus faire de biofilm. Et vous voyez, dans cette coupelle, on a mis un tout petit bout d'algue rouge que vous voyez ici, presque au centre. Eh bien, le biofilm s'est constitué tout autour, mais tout autour de l'algue, il n'y a absolument rien, parce qu'effectivement, elles n'ont pas pu se recruter pour aller englober l'algue rouge et pour pouvoir constituer ce biofilm. Alors évidemment, si elles ne peuvent plus faire de biofilm, eh bien, elles ne sont pas résistantes aux antibiotiques. On peut vraiment s'en débarrasser très facilement. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Des dentifrices anti-plaques dentaires, parce que votre plaque dentaire, c'est un biofilm. Des produits pour lentilles de contact, pour instruments chirurgicaux, pour éviter les maladies nosocomiales aussi. Voilà. Donc ça, c'est des applications qui sont vraiment en cours. C'est amusant de voir que quand nous on dit qu'il y a certaines guerres qui sont des guerres de la communication, finalement voilà. C'est la même chose. C'est une guerre, c'est pas OSS ne répond plus, c'est bactéries ne répond plus. Là vraiment, c'est une guerre bactériologique d'un autre. Alors on va revenir à votre sujet de prédilection, les robots. Avec des robots mous, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Se mouvoir sans muscles, ça c'est le rêve de la robotique. Économiser de l'énergie, parce que les muscles sont très énergivores. Donc si on arrive à bouger quelque chose sans muscles, c'est économe. Par ailleurs, concevoir des robots mous, parce que le domaine le plus récent de la robotique, c'est faire des robots mous, c'est-à-dire que... Ah oui, là, il commence à pleuvoir. Là, vous ne devez pas avoir chaud. C'est qu'ils ne blessent personne et qu'ils sont beaucoup plus économes en étant mous. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'effet ping, pomme de pin. La pomme de pin, à la chaleur, elle ouvre ses écailles parce qu'elle a des ovules à l'intérieur de ses écailles. Il faut que le pollen mâle arrive à fertiliser les ovules. Donc, à la chaleur, elle ouvre ses écailles. Et puis, à l'humidité, ce que vous allez voir tout à l'heure, elle les referme parce que il ne faut pas que les graines pourrissent et il ne faut pas que le pollen s'en aille et que l'ovule s'en aille, etc. Donc, comment font-elles? Elles n'ont pas de muscles. Il y a simplement, à la base de chaque écaille, il y a une petite partie qui s'appelle la zone charnière, qui est faite aussi de cellules qui sont plus ou moins rétractables à l'humidité et qui forment donc cette espèce d'effets qui n'utilisent aucune énergie. Zéro énergie. Vous voyez que là, la pomme de pin, là, elles sont toutes fermées en ce moment, je pense, les pommes de pin, avec la pluie qui tombe. Donc, voilà à Francfort un bâtiment qui s'appelle, qu'on qualifie de météo-sensible, qui garde exactement la même humidité à l'intérieur grâce à des ouvertures qui sont faites avec l'effet ping, avec un aggloméré de bois qui correspond justement à ces mouvements dus à l'humidité. Et sans aucune énergie électrique, ce bâtiment garde toute l'année le même taux d'humidité.
en régulant. Donc voilà, il n'est absolument pas électrifié du tout. Il y a bien d'autres systèmes qui sont comme ça. On a fait des stores qui s'ouvrent et qui se ferment sans électricité, en prenant comme modèle le Strelitzia, vous savez, l'oiseau de paradis, la fleur l'oiseau de paradis, où quand un oiseau se penche, eh bien, elle s'ouvre ou elle se ferme. Et il y a des stores qui sont faits aussi inspirés comme ça. Alors, il y a d'autres inspirations. Je pensais... Voilà, oui, c'est ça. C'est les plantes de pélargonium, certaines graines de pélargonium qui se plantent toutes seules, qui s'auto-enfouissent. Pourquoi ? Parce que pendant la sécheresse, elles ont un fouet qui s'enroule très solidement, et à l'humidité, le fouet se déroule. Et ce déroulement de fouet fait que c'est comme un tournevis. Vous avez la graine qui tourne sur elle-même. Là, c'est pas très net, hein, mais qui tourne sur elle-même et qui se plante elle-même. Donc, elle a besoin de personne pour se planter là où quand les conditions sont favorables, c'est-à-dire quand il y a de l'humidité. Alors là, on a quand même, on s'en est vraiment inspiré parce que il y a des chercheurs qui se sont dit tiens, mais on va pouvoir faire des petits robots qui se déplacent eux-mêmes. Ça s'appelle les hygrobots. Et effectivement, il n'y a aucun système de maintenance énergétique. Et ce sont des déplacements en temps réel parce que le substrat est un petit peu humide. Quand ils s'aplatissent, eh bien, ça les fait se soulever. Et quand ils se soulèvent, ils se sèchent très vite et ils se raplatissent de nouveau. Et c'est comme ça que ces petits robots, sans aucun muscle et sans aucun moteur, peuvent servir, par exemple, mais alors là, c'est un projet un peu fou, c'est de distribuer des médicaments dans le corps. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont mous. Alors, un autre mou aussi, inspiré de la Vénus attrape-mouche, ce qu'on appelle la dionée aussi, qui a été aussi déclarée comme la plante la plus merveilleuse par Darwin, toujours lui. C'est une plante carnivore. C'est une plante carnivore qui peut manger des insectes et même des petits mammifères. Alors, la dionée est quand même assez extraordinaire parce qu'elle a donc 2 mâchoires avec des poils sensitifs sur chacun des lobes. Et lorsque 2 poils sont stimulés, mais il faut que ce soit à moins de 20 secondes d'intervalle, elle commence à fermer très vite son piège, mais pas tout à fait. Parce que si ce n'est pas quelque chose à manger, ça ne bouge plus, donc c'est pas intéressant. Donc elle rouvre ses mâchoires et la feuille morte s'en va ou je ne sais quoi. Alors que si l'insecte bouge encore, mais il faut que 3 poils soient stimulés, alors là, fermeture complète et digestion. Et pourquoi elle fait ça ? Parce qu'elle peut faire de la photosynthèse pour faire de l'énergie, mais elle manque d'azote. Et donc, pour rechercher de l'azote dont elle manque, comme toutes les plantes carnivores, eh bien, elle est obligée de récupérer l'azote chez les insectes ou chez certains petits mammifères. Donc, ça a beaucoup intrigué ce système de fermeture qui est dû sans doute d'une part à attendez, je vais un petit peu trop vite, à des signaux électriques exactement comme les nôtres, c'était beaucoup plus lent, c'est-à-dire que ce que produit notre système nerveux et nos neurones, ça s'appelle des potentiels d'action. Eh bien, la plante fait aussi des potentiels d'action sans neurones, et on se demande encore comment elle les fabrique, mais ce signal est de la même nature, il n'est pas fait avec les mêmes ions, mais c'est de la même nature que nos signaux électriques nerveux des animaux, sauf qu'ils vont à quelques centimètres par heure au lieu de 120 par heure comme chez nous. Par seconde, j'ai par heure, sinon on serait mal. Et donc voilà, donc c'est toute l'étude. Et il y a aussi une pression osmotique, c'est-à-dire de l'eau qui se déplace, qui fait aussi que les lobes peuvent se refermer aussi dans un deuxième temps. Alors il y a de nombreux robots dionés. Il y en a des multitudes parce que tout le monde essaye de trouver la façon dont la dionée referme ses lobes. Mais là, je vous montre simplement
un petit robot, c'est un petit dispositif, on va dire, c'est une fibre optique qui envoie un peu de lumière et sur laquelle est collée une petite languette de cristaux liquides. Et quand la lumière se réfléchit, les cristaux liquides se déplacent et ça referme la petite languette exactement comme la Dionée. Il y a un nom de ce renfermement très scientifique un peu, qui s'appelle le flambage élastique et qui parle énormément à tous les ingénieurs et ils essayent de retrouver ce mouvement de flambage élastique sur les robots. Donc c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait sur ce robot. Et en fait, attendez, alors là je vais faire ça comme ça, parce que ce petit dispositif va servir à vérifier si des petits objets n'ont pas des défauts lorsqu'ils sont un peu transparents. Et donc chaque fois qu'il y a un petit défaut, eh bien, le dispositif le prend comme la Dionée attrape un insecte, mais c'est une inspiration un petit peu éloignée, bien entendu. Alors on arrive là au dernier. On arrive au dernier. Dans votre livre, c'est incroyable le nombre de choses qu'il y a sur l'habitat durable. Il y en a beaucoup. Voilà. Non, c'est une dernière partie qui va vous montrer les rêves fous de nombreux architectes, mais dont un que j'apprécie beaucoup, qui est un architecte belge, qui a son siège à Paris d'ailleurs, et qui s'appelle Vincent Calbeau, et qui a déposé un projet pour un projet de Paris 2050. Et vous allez voir comment il imagine ce Paris-là. Alors effectivement, combattre la pollution et le réchauffement climatique. Alors je vais vous donner juste trois petits mots. C'est que n'importe quel bâtiment actuellement dégage du CO2, dégage du dioxyde de carbone. On ne dirait pas, hein. Une maison en dégage beaucoup plus qu'un appartement forcément. Et donc on essaye maintenant de mettre des parois alguées avec des algues qui se nourrissent de CO2 pour pouvoir faire un bâtiment qui est à coût carbone zéro. Et donc c'est un des systèmes. Il y a aussi des systèmes de végétalisation, comme vous allez voir tout à l'heure. Et ce fameux architecte a aussi une idée contre le réchauffement climatique. Alors voilà, je vais vous laisser admirer le Paris, qui est le Paris actuel là, hein. Mais comment il l'imagine en 2050, des habitats durables, de énergie positive, c'est-à-dire qu'on produit plus d'énergie qu'on en dépense, et une végétalisation, une captation du CO2 à outrance. Alors voilà, est-ce que vous trouvez ça extraordinaire? En tout cas, ça va être efficace. C'est peut-être pas du goût de tout le monde. Moi, je trouve ça assez sympathique, finalement. Moi, j'aimerais bien habiter là. Il y a beaucoup de critiques, mais vous savez qu'on a critiqué aussi la Tour Eiffel à son époque, et puis maintenant, on est bien content de la voir. Alors bon, mais pourquoi pas? Voilà, il préfère avoir ce rêve-là. Il a déposé des projets très concrets pour imaginer donc ce Paris en 2050, et ça va arriver très vite, hein, 2050. Mais en fait, pour décrire un peu son idée, c'est oui. Donc les façades recouvertes de végétaux. Les façades recouvertes de végétaux. Vous pouvez décrire un petit peu les potagers à l'intérieur des balcons, une végétalisation qui va évacuer la pollution. Et puis, alors il y a tout un petit chapitre, un tout petit paragraphe dans le livre qui détaille exactement quelles seront les fonctions de toutes les tours, rue de Rivoli, à Montparnasse. Ça commence déjà. Ils vont faire les travaux, peut-être pas de chez lui, mais ils vont la rendre végétalisée et transparente. Ça, c'est génial. Mais voilà, tous les quartiers de Paris. Il s'inspire aussi un peu des champignons, un peu d'un village de Schtroumpf, un peu. Il y a aussi, forcément, parce que vous savez que maintenant les végétaux et les champignons sont. Excusez-moi, j'allais dire cul et chemise, je ne devrais pas dire ça. Je n'ai pas trouvé d'autre expression, excusez-moi. Alors, je vais vous montrer le dernier projet, toujours de ce fameux architecte. Alors, vous ne voyez pas, mais je vais essayer de vous le détailler, si j'arrive jusque-là. À la fin du siècle, ce qui n'est pas très loin, il va y avoir une montée des océans de 1 à 3 mètres. Alors voilà les contours de la France actuelle, les voilà. Mais tout ce qui est en bleu ici, ça va être envahi par la mer. Alors je me suis dit, tiens, on a de la chance parce qu'on est quelque part par ici
et on sera encore peut-être sur les terres à la fin du siècle si nous sommes toujours là. Mais il vaut mieux pas acheter des maisons au bord de la mer parce que vous voyez que la pointe de la Bretagne est complètement inondée. Toute la côte atlantique est complètement inondée. Enfin, vous voyez, ça va être absolument catastrophique. Alors donc, il a eu l'idée d'îles flottantes, des îles flottantes qui pourraient naviguer sur les mers, qui pourraient continuellement naviguer sur les mers, les airs chauds du Gulf Stream, les airs froids du Labrador, ils font tout le tour du monde comme ça. Et il s'est inspiré pour ça de la feuille du nénuphar qui s'appelle Victoria amazonica, et qui est aussi une source de bio-inspiration assez extraordinaire. La voilà. Il appelle ça des lilipads. Ce sont des villes flottantes de 50 000 habitants. On prévoit 250 millions de réfugiés climatiques en 2050, ce qui va arriver quand même très bientôt. Et comment faire pour les accueillir? Il n'y aura plus de terre. Donc il faut bien trouver une autre solution. Et la solution qu'il a trouvée, c'est ces lilipads avec ces 3 montagnes où il a donc des habitations, des commerces et des bureaux. Et donc là aussi, toute cette ville est complètement autarcique, c'est-à-dire qu'elle utilise les océans, les ressources des océans, des potagers également. Donc tout va être cultivé sur place, aucune pollution, énergie complètement positive. Et voilà donc ce qu'il propose. C'est une solution autosuffisante. Et quand on lui dit, oui, mais alors à qui elles vont appartenir puisqu'elles vont flotter partout dans le monde, il dit, écoutez, les dirigeants, ils n'ont qu'à se mettre d'accord pour savoir à qui ça va appartenir quand ils vont aller à côté de tel ou tel continent. Effectivement, c'est quand même un problème qui est assez compliqué à résoudre, c'est sûr. Mais voilà une de ses idées. Alors, voilà son rêve le plus fou, voilà ce qu'il dit. C'est pas de lui, c'est d'Eleanor Roosevelt, cette citation. Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Et effectivement, c'est ce qu'on lui souhaite. Et donc, le futur, très rapidement, voilà ce que sur les plantes. On va essayer d'étudier le cerveau décentralisé d'une plante. Une plante, c'est une colonie, elle n'a pas de cerveau, elle peut quand même se débrouiller, elle se comporte, elle prend des décisions absolument complexes. Voilà les recherches en cours avec un robot, mais enfin pas rien qu'un robot. Il y a aussi des recherches concernant des ordinateurs que l'on peut fabriquer avec des plantes parce qu'on peut les transformer en ce qu'on appelle des semi-conducteurs, c'est-à-dire faire passer du courant, on peut en faire passer. Et donc pour faire un ordinateur, il faut ça, plus des petites choses un peu plus complexes. Et on s'aperçoit que les plantes peuvent remplacer le silicium, la fameuse silicium qui sert à tous les ordinateurs. Donc on aura bientôt des ordinateurs dans une laitue. Voilà. Ils ont fait des recherches avec des racines de laitue et ils font des recherches avec des roses, des tiges de roses, qui marchent aussi. Et donc, s'inspirer de ce qu'on appelle maintenant le Wood Wide Web, c'est-à-dire le 3W, le vaste réseau de communication entre aérien et souterrain, entre les plantes, entre les champignons et tout le microbiote, c'est-à-dire les bactéries, les virus, tout ce que vous voulez. Et tout ce monde-là communique entre eux et survit et a des capacités extraordinaires de survie. Alors un autre grand ancien qui nous dit « Apprenez de la nature, vous y trouverez votre futur. Oui, mais à condition de la respecter. » Est-ce que c'est le cas de nous, espèces humaines? Pas vraiment. Nous ne faisons que la détruire, que fabriquer des déchets qui ne sont pas recyclables. Et je vous renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure. La nature a des méthodes vertueuses. Inspirons-nous de la nature, animale ou végétale. Merci.